L'offensive de printemps russe devait tout achever. L'Ukraine allait tomber. Le Donbass appartiendrait à la Russie. Enfin, Poutine aurait tout ce qu'il exigeait lors des pourparlers de paix, mais l'Ukraine avait d'autres idées. L'offensive de Poutine est finie, l'Ukraine ayant infligé un coup dévastateur à la ligne de front russe. La Russie essaie. Elle a lancé 7000 attaques, mais tout ce qu'elle obtient, c'est un désastre. L'avancée russe est si lente que même les petits-enfants de Poutine ne vivront pas assez longtemps pour voir la victoire en Ukraine. La Russie a essayé. Elle a vraiment essayé. Selon Deep State, une analyse statistique du rythme offensif de la Russie montre qu'il y a eu une augmentation de 37,5% du volume des opérations d'assaut russes au cours du mois de mai. C'était la grande offensive de Poutine. Après plusieurs mois difficiles, avec la perte d'environ 70 000 soldats russes lors des premières phases de l'offensive de printemps, cette intensification des assauts devait enfin briser l'Ukraine. À la fin du mois de mai, la Russie avait lancé plus de 7000 attaques contre l'Ukraine. C'est censé montrer de la puissance. Mais au vu des résultats de ces frappes, on constate surtout du désespoir. Malgré une offensive de printemps plus intense, la Russie n'a quasiment rien gagné sur le plan territorial. À la fin du mois de mai, tout ce que la Russie pouvait montrer de sa nouvelle offensive, c'était 14 km² de l'Ukraine. Vous avez bien entendu, 14 km². Pour vous donner une idée, la mesure des choses indique que cela correspond à une superficie à peu près équivalente à celle de l'aéroport de Los Angeles, LAX. Donc, la Russie a essentiellement réussi à capturer l'équivalent de la superficie d'un aéroport en un mois, alors qu'elle a lancé plus d'attaques contre l'Ukraine qu'à n'importe quel autre moment en 2021. Ce n'est pas qu'un mauvais résultat. C'est si catastrophique que Poutine pourrait vivre plusieurs vies sans voir la chute de l'Ukraine. Ses petits-enfants verront encore les troupes russes échouer face aux défenses ukrainiennes, et nous ferons bientôt le point pour montrer la gravité de la situation pour la Russie. Avant cela, il faut souligner l'ampleur de cet échec pour la Russie. L'avancée est désormais si lente que la Russie affiche un bilan négatif en gains territoriaux. L'Ukraine reprend plus de territoire que la Russie n'en revendique. Cela s'est déjà produit une fois en 2026, lorsque la Russie a enregistré en avril une perte nette de territoire de 116 km². Mais la Russie avait au moins davantage de territoire occupé à montrer pour ses assauts d'avril. Selon Euromaidan Press et United 24 Media, ce que nous avons vu en mai bat tous les records pour de mauvaises raisons, du point de vue russe. La Russie n'a pas connu un mois comme celui-ci depuis la contre-offensive ukrainienne de 2023, une période où la Russie était sur la défensive. La prise de territoire fut mise de côté jusqu'à la fin de la contre-offensive. Aujourd'hui, la prise de territoire est en tête de liste des priorités de la Russie, et pourtant, elle progresse au même rythme extrêmement lent qu'à l'époque où elle n'essayait même pas d'attaquer. Ce n'est pas seulement mauvais, c'est humiliant. Beaucoup de ces informations viennent de Deep State, un analyste militaire en source ouverte qui actualise en continu la situation en Ukraine. Deep State a partagé les détails sur Telegram et ajouté une mise en garde sur ces chiffres. Pour des raisons de sécurité, nous montrons l'avancée des forces de défense de l'Ukraine avec un retard. Sans entrer dans les détails, nous sommes prêts à déclarer que c'est le premier mois depuis des années, après la contre-offensive de 2023, où l'extension du territoire occupé par les Kazakhs diminue, selon Deep State. Kazakhs est une insulte utilisée pour désigner les soldats russes. La déclaration précise que les chiffres ne sont pas encore totalement confirmés, car il reste encore quelques jours d'action ukrainienne à enregistrer, mais soyons honnêtes, Poutine. La situation de ton armée n'ira pas mieux quand les chiffres finaux arriveront. Elle pourrait sembler pire, surtout si l'Ukraine a mené d'autres contre-attaques fin mai. Une autre mise en garde est proposée par Euromaidan Press, qui souligne que les chiffres provenant d'Ukraine en ce moment dépendent de la méthode utilisée pour mesurer les avancées. Plus précisément, il est indiqué qu'une grande partie de la ligne de front est désormais une zone grise où aucun des deux camps n'exerce un contrôle définitif. La Russie déploie des unités d'infiltration dans ces zones grises pour simuler le contrôle, et nous verrons bientôt comment cette stratégie s'est retournée contre elle. Si ces infiltrateurs étaient comptés, la Russie revendiquerait plus de territoire, mais ce n'est pas le cas, et ne devrait pas l'être. Quelques soldats cachés dans une planque ne signifient pas contrôler le territoire. Cela signifie simplement qu'il y a des Russes qui essaient de survivre dans les zones grises pendant que l'Ukraine les traque. Deep State n'est pas le seul à évoquer le triste état de l'offensive russe de printemps et d'été. The Institute for the Study of War, ou ISW, a des nouvelles tout aussi déprimantes pour Poutine selon sa propre analyse. Dans un rapport du 28 mai,
L'ISW a déclaré que le président russe reçoit des cartes qui présentent des avancées russes largement exagérées, ce qui signifie que tout ce qu'il voit donne une image fausse de la réalité de son offensive. Encore une fois, tout se résume aux zones grises. Si un seul soldat russe parvient à se cacher dans une localité, la Russie agit comme si cette localité était revendiquée. Nous pouvons le voir dans les chiffres. Selon l'ISW, la période allant du début janvier au 26 mai a vu la Russie parvenir à revendiquer de façon définitive seulement 104 km² de l'Ukraine. Divisé par 5 pour obtenir une moyenne d'environ 20,8 km² par mois. Pendant cette période, les infiltrés russes ont avancé sur 728 km² en Ukraine, sans pour autant en prendre le contrôle. Cela signifie qu'il existe des poches de troupes isolées dans les zones grises, tentant souvent en vain de survivre. En comparaison, selon l'ISW, la Russie a réussi à s'emparer de 1619 km² de l'Ukraine au cours des 5 premiers mois de 2025. Même en incluant les zones grises infiltrées, la Russie a revendiqué moins de la moitié du territoire durant les 5 premiers mois de 2026 par rapport à 2025. En excluant ces zones grises non contrôlées, la Russie n'a presque rien obtenu malgré des dizaines de milliers de pertes. Examinons les chiffres. Nous avons dit que même les petits-enfants de Poutine ne vivraient pas assez longtemps pour voir la Russie vaincre l'Ukraine à ce stade. Ce n'était pas un mensonge. Si la Russie continue d'avancer de 14 km² par mois dans le Donbass, il lui faudrait des décennies, voire des siècles, pour occuper toute la région. La Russie doit encore conquérir 6000 à 7000 km² de Donetsk, la partie du Donbass qu'elle doit revendiquer avant d'agir comme si elle possédait la région. L'offensive de printemps vise surtout cette région, mais les plus de 7000 assauts russes en mai ont échoué, car les forces de Poutine affrontent les solides défenses ukrainiennes dans la ceinture de forteresses urbaines de Donetsk. Pour faire une moyenne, on dira qu'il reste à la Russie 6500 km² de Donetsk à conquérir. Au rythme actuel de sa progression, il faudrait 464 mois à la Russie pour finalement prendre Donetsk. Cela représente environ 38,7 ans, en supposant que chaque parcelle de territoire que la Russie prendra à partir de maintenant se trouve à Donetsk. D'accord, donc Poutine sera mort, mais ses petits-enfants, voire même ses enfants vivraient assez longtemps pour voir la chute d'une région d'Ukraine. Nous allons rendre les choses bien pires pour Poutine. Actuellement, la Russie contrôle environ 20% de l'Ukraine, selon Reuters. L'Ukraine n'est pas un petit pays. Pour tout prendre, la Russie doit occuper 603 550 km² de territoire. Il lui reste 80% de ce territoire à conquérir, ce qui représente 482 804 km². Eh bien, cela s'annonce déjà mal pour la lignée de Poutine. Si l'on divise ce chiffre par 14 km² par mois, cela nous donne 34 488,6 mois de combat restants pour que la Russie prenne toute l'Ukraine. Cela fait 2874 ans. Quoi qu'ils soient issus du patrimoine génétique de Poutine à ce moment-là, il se peut même qu'ils ne sachent pas qu'ils sont liés à Poutine. On a l'impression que la Russie gagnera en Ukraine après la mort thermique de l'univers, tant la victoire voulue par Poutine paraît lointaine. Je fais un peu d'humour ici. Évidemment, la guerre en Ukraine évolue, et les 14 km² pris en mai ne signifient pas que la Russie s'emparera de cette surface chaque mois. Certains mois, elle exigera plus. Et selon l'évolution de l'Ukraine en 2026, la Russie pourrait parfois perdre du terrain dans la bataille territoriale. Pourtant, la Russie est censée avoir l'une des armées les plus puissantes du monde. Et pourtant, elle a passé le mois de mai à lancer plus de 7000 assauts et à sacrifier environ 1500 soldats par jour à la fin du mois de mai, simplement pour prendre assez de terrain pour un aéroport. L'œuf rencontre le visage de Poutine. L'embarras russe est évident. La ligne de front de Poutine s'effondre. Cela pose la question clé. Comment cela a-t-il pu arriver ? Une soi-disant superpuissance militaire est devenue insignifiante, et le gain de 14 km² par la Russie en mai montre à la fois son incompétence et l'efficacité de la défense ukrainienne. Nous traiterons ces deux points. Avant tout, un rappel, vous regardez The Military Show. Si cela vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Nous publions chaque jour des vidéos sur la guerre en Ukraine et d'autres actualités militaires mondiales. Tout d'abord, les erreurs tactiques de la Russie. Nous avons déjà mentionné les tactiques d'infiltration de la Russie. La stratégie, apparue en 2025, est simple. Au lieu des grandes offensives mécanisées du début de la guerre,
La Russie envoie désormais de petites unités, parfois de quelques soldats, dans les zones grises. Leur tâche est simple, ils trouvent un endroit où se cacher, et espèrent que le soutien arrive. La Russie utilise ses infiltrés pour gonfler ses chiffres, donnant l'impression que ses avancées sont plus impressionnantes qu'en réalité. Certains jugent cette approche plus risquée pour l'Ukraine, selon New Voice of Ukraine le 3 mai. C'est certainement plus calme. La chair à canon n'est plus envoyée dans le broyeur de la même manière qu'avant, car les soldats russes avancent sous le couvert de l'obscurité tout en limitant au maximum les communications radio. Ils cherchent à passer entre les mailles du filet plutôt qu'à le déchirer. Mais cette stratégie d'infiltration explique en grande partie pourquoi les gains territoriaux réels de la Russie sont aussi maigres que ce que nous voyons actuellement. United 24 Media souligne que l'avantage principal de l'infiltration en 2025 était que l'Ukraine n'y était pas préparée. La Russie a réussi à progresser en utilisant de petites unités, puis à enchaîner avec des assauts plus importants pendant une grande partie de l'année. Cela ne se produit pas en 2026. L'Ukraine sait ce que fait la Russie, dont les petits groupes infiltrés envoyés par la Russie sont souvent éliminés par les drones ukrainiens, avant d'atteindre leurs objectifs. Ceux qui atteignent leur destination ne survivent pas longtemps, car d'autres drones et des équipes au sol les traquent. Cela indique le rôle de l'Ukraine dans les échecs russes. Restez avec nous pour en savoir plus. Une ancienne stratégie russe intelligente est devenue un nœud coulant stratégique pour Poutine. Les infiltrés ne font que circuler dans les zones grises avant de mourir, sans vraiment capturer de territoire. La Russie doit disposer d'une certaine mécanisation pour appuyer sa stratégie d'infiltration et progresser tactiquement en Ukraine. Mais c'est un autre problème pour Poutine. La Russie manque de moyens pour intensifier ses assauts. Réaliser une avancée de seulement 14 km² après plus de 7000 assauts démontre la dégradation totale de l'armée russe, tant sur le plan tactique que sur celui de l'équipement. La Russie observe cette dégradation et tente de la résoudre. Comment ? En signant des accords avec les sanguinaires talibans. On pense que les terroristes aideront Poutine à faire ce qu'il ne peut pas, même si on ignore comment la Russie attend des talibans qu'il renforce ses assauts en Ukraine. Il y a des signes que la Russie a un plan ici. Selon United 24 Media, la Russie a proposé de réparer le matériel de l'époque soviétique que les talibans possèdent actuellement. Ce matériel a été récupéré par les talibans lors de leur combat contre l'Union soviétique il y a des décennies. Maintenant, la Russie propose de le réparer, et la raison semble être de mettre en place un petit flux d'armes qui pourrait revenir en Russie. Si c'est le plan, alors la Russie ne va pas récupérer grand-chose. Tout ce que les talibans possèdent, ce sont des équipements anciens, comme des chars T-55 et T-62 et quelques vieux hélicoptères. Ce type d'équipement est facilement ciblé par les drones ukrainiens. Cela n'aidera pas la Russie à rendre ses assauts plus efficaces. Même si les chars talibans arrivent en Ukraine, les soldats russes pourraient ne pas s'en servir. Dans un rapport du 28 avril, Gwara Media, un média basé dans la région ukrainienne de Kharkiv, a affirmé que des unités russes dans la région refusent activement de mener des assauts mécanisés. Ils ont peur, et ils ont raison de l'être. Conduire un char ou un blindé fait de vous une cible plus facile pour les drones ukrainiens, donc le soutien aux infiltrés n'arrive tout simplement pas, même quand il est disponible. La main-d'œuvre explique aussi la faible performance de la Russie en mai. Dans son rapport sur l'échec total de la Russie à entamer les défenses de l'Ukraine en mai, Euromaidan Press affirme qu'une partie du problème de Poutine réside dans le fait que la Russie a du mal à recruter suffisamment de soldats pour accompagner l'augmentation du rythme de ses assauts avec la quantité de chair à canon nécessaire pour épuiser l'Ukraine. L'armée ukrainienne use les effectifs russes plus vite que Poutine ne peut les remplacer. Un problème constant pour la Russie depuis début 2026. United 24 a indiqué le 1er avril que la Russie n'avait recruté que 22% de son objectif au premier trimestre, soit un déficit de 3%. Face à la situation qui stagne, la Russie cherche désormais des solutions partout. Des mercenaires étrangers sont engagés car trop de Russes ont compris qu'un contrat pour combattre en Ukraine signifie un aller simple. Radio Free Europe, Radio Liberty rapporte que l'armée russe a même piégé des ivrognes dans les rues pour leur faire signer des contrats. Ces ivrognes se réveillent avec de gros maux de tête, s'interrogeant sur leur présence dans des bureaux de recrutement avant d'être envoyés en caserne. Les chiffres russes deviennent préoccupants. Mais le véritable problème derrière tout cela, et un facteur majeur dans la progression insignifiante de la Russie, réside dans la qualité des soldats qu'elle recrute. La Russie pioche parmi les pires éléments disponibles. Dargan rapporte que des recrues ont moins de 2 semaines de formation avant d'aller au front. Ce n'est pas suffisant pour faire autre chose que d'avancer et espérer ne pas être explosé par un drone.
Aucune de ces recrues ne saura vraiment tenir une position. Tout ce que l'Ukraine a à faire, c'est continuer à broyer de la chair, et on obtient ce que nous avons vu en mai. 7000 assauts, menés par des gens qui ne sont guère plus que des civils contre des professionnels aguerris de l'armée ukrainienne. Il n'y aura jamais qu'un seul résultat à cela, et la Russie vient de le découvrir, et cela nous ramène à l'Ukraine. La Russie peine à reconstituer ses rangs, car l'Ukraine les tue à un rythme incroyable. Nous en avons parlé plus tôt. 70 000 pertes en 2 mois, c'est catastrophique pour la Russie. Et cela montre aussi à quel point l'Ukraine contre efficacement la stratégie d'infiltration de la Russie. Quant à la façon dont l'Ukraine y parvient, la réponse se trouve dans les zones de destruction. Elles deviennent de plus en plus grandes. Cela signifie que les zones grises, où les soldats russes pouvaient autrefois se cacher pour appuyer les affirmations exagérées de leur pays sur leurs avancées, sont désormais encore plus dangereuses. Les drones FPV ukrainiens étaient déjà meurtriers. Désormais, leur portée augmente en plus de leur efficacité. Selon un rapport du 2 juin Forbes, indique que l'Ukraine possède un drone FPV pouvant atteindre des cibles à 102 km derrière les lignes de front. Pensez à ce que cela signifie pour les infiltrés russes. L'Ukraine peut maintenant utiliser des drones pour traquer des personnes et des chars dans les zones grises, sans vaisseau mère. Tout signe d'attaque mécanisée peut être éliminé instantanément. Les chars et blindés n'approcheront pas, laissant à l'Ukraine plus de temps pour traquer les petites unités russes envoyées dans les zones grises. Avec l'amélioration des drones FPV, l'Ukraine utilise aussi de nouveaux drones de moyenne portée pour frapper l'arrière russe. Les drones détruisent les postes de commandement, supprimant toute communication déjà limitée avec le front. Les nouveaux drones ukrainiens ciblent aussi les défenses aériennes, facilitant les frappes et détruisant les routes logistiques et les infrastructures à l'arrière. L'objectif est de supprimer les structures soutenant les assauts frontaux. Nous voyons que la chair à canon mal entraînée de la Russie est éliminée par milliers, quels que soient les nombres les assauts lancés. Quant à la suite, Poutine ne va pas soudainement se rendre compte que l'offensive russe s'est effondrée. Il continuera à ordonner des assauts par milliers, et l'Ukraine continuera à les repousser. En réalité, l'offensive russe était terminée avant de commencer. 14 km² de terrain pris en mai, c'est pathétique. C'est un désastre pour Poutine, et une humiliation qui signifie que la guerre en Ukraine durera bien après sa disparition et celle de ses descendants. Et tout cela arrive alors que la Russie est encore et encore frappée par l'Ukraine. La Russie ne garde qu'un atout, sa capacité à frapper à longue portée. Mais ce jeu se joue à deux. Après l'attaque de Kiev par la Russie, l'Ukraine a répliqué par des frappes dévastatrices en Russie. Découvrez pourquoi la guerre en Ukraine pourrait devenir critique en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis.